Merci, Amélie, ça fait sens, ça fait beaucoup de sens. D'une certaine façon, c'est très riche. Et on voit bien dans ta présentation, qui fait écho à celle de Guillaume, à quel point, quand on commence un petit peu à poser cette question de la relocalisation, on embrasse un champ très très large qui nous emmène très loin jusqu'aux géopolitiques globales et aux accords commerciaux internationaux. Donc, merci de cette intervention. Les questions commencent à arriver. Plusieurs, j'en ai noté plusieurs. Ce qu'on va faire, c'est on va un peu les synthétiser. Je vais commencer moi par une question, le temps que je synthétise les autres, ou en tous les cas que je les note, tout simplement. Une question à tous les deux. Sur la question justement, et tu terminais plus ou moins par ça, donc on peut peut-être reprendre sur la question de la réappropriation démocratique dans les différents échelons. Euh, Comment on peut repenser et organiser l'implication des citoyens, des habitants, des électeurs, de tous ceux et toutes celles qui vivent sur la question de la gouvernance, de la relocalisation, à la fois sur la définition des besoins locaux, immédiats, sur la question de la rupture avec le consumérisme, c'est-à-dire finalement reprendre le contrôle d'un certain nombre de choix, et puis sur la typologie de production qui peuvent être localisées près de chez soi. Comment finalement on peut imaginer justement cette réappropriation démocratique? Peut-être Guillaume, si tu veux, et puis ensuite Amélie, puis moi, pendant ce temps-là, on va noter les autres questions. Ah, ça, j'arrivais à remettre mon micro en route. Sur l'appropriation démocratique, bon, j'en ai un petit peu parlé sur les manières de comment on peut justement reprendre la main, reprendre le contrôle, donc ce qui paraît indispensable. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi à chaque fois, quand on parle de relocalisation, à définir voilà, comment les choses s'organisent sur le territoire. Et là-dessus, j'ai peut-être envie de prendre juste un exemple qui me paraît assez intéressant, qui reprend un peu ce que je disais la construction et sur les matériaux de construction et sur la manière d'habiter. Et j'ai rencontré un constructeur qui faisait de la maison individuelle et qui, bon, lui, son truc, c'était de dire, j'essaye de faire une maison individuelle, de proposer une maison individuelle, vraiment avec des matériaux à 30 kilomètres autour de chez moi. Donc, il a travaillé sur le champ, sur le bois, etc., etc. Puis, il s'est aperçu que bah, la maison individuelle, en fait, c'était très bien, mais ça correspondait plus franchement en termes d'artificialisation des sols, etc., de logique, que c'était pas. Donc, réfléchi à autre chose, mais en même temps, il a réfléchi aussi à l'organisation de son entreprise et de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas avoir une autre forme de fonctionnement et donc, il a transformé son entreprise en coopérative pour que l'ensemble des salariés soient partie prenante. Et puis, à partir de là, bah, il a travaillé à comment il pouvait avoir à la fois récupérer une scierie, récupérer différents éléments de production pour dire, voilà, je peux avoir à ma disposition l'ensemble des éléments localement. Mais à travers cette coopérative, il est parti du principe de se dire, et c'est très vrai dans la construction, mais on le retrouve dans tous les systèmes, c'est que souvent, quand on veut faire quelque chose, on est toujours en concurrence. Donc, on se positionne en concurrence contre l'autre et on n'a pas tous les mêmes intérêts. C'est-à-dire que quelqu'un qui va construire, qui veut avoir son habitation, va pas forcément avoir les mêmes intérêts que celui qui construit, parce que celui qui construit va vouloir faire le moins cher possible, etc., et faire la marge la plus intéressante. Celui qui possède le terrain va vouloir vendre le terrain le plus cher, etc. Enfin voilà, on voit qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts pour faire un projet. Et donc, lui a réfléchi ça, a créé une coopérative. Et cette coopérative, il l'a ouvert à la fois aussi aux collectivités, aux salariés, et il a changé le mode d'habiter en sortant de la propriété, c'est-à-dire que des personnes qui veulent un logement ne vont plus être propriétaires de leur logement, mais vont avoir des parts dans la coopérative.
Et donc, on va posséder une partie des logements enfin, des parts dans les logements qui sont réalisés, qui correspondront à un logement. Et dans toute cette réflexion, c'est que en fait, tous ceux qui sont dans cette coopérative ont les mêmes intérêts et veulent aller dans la même direction. Et encore plus quand la collectivité rentre dedans. Et je trouve que c'était un exemple assez et qui existe, hein, parce que il y a déjà des opérations qui sont faites. Il y a déjà des gens qui habitent dans des logements dans lesquels ils ont des parts et ils sont partie prenante sur les discussions. Ils sont partie prenante aussi sur les autres projets qui peuvent se réaliser. Et donc ça, c'est voilà, un exemple de comment bah, les citoyens, à travers quand même un fonctionnement économique, parce qu'il faut que ça fonctionne, hein, il faut qu'il y ait des gens qui soient payés, il faut qu'il y ait, des salariés, il faut que tout ça fonctionne, mais reprendre la main et dans cet intérêt commun. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel on peut s'inspirer et qui fait que à la fois, c'est un changement, enfin, un fonctionnement économique différent, mais c'est aussi un fonctionnement dans l'usage. Et ça, je pense qu'on peut le transmettre dans tout ce qu'on a. Enfin, par exemple, on est en train de vraiment changer d'usage. Si on prend l'exemple de la voiture, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la mobilité où on va de plus en plus on est plus vers un usage qui serait plus la propriété, mais vraiment l'autopartage, etc. Et vraiment se recentrer sur l'usage. Et ben, de la même manière sur l'habitat, on peut avoir aussi cette réflexion et on peut le décliner sur pas mal d'éléments et qui permet du coup, au bout du compte, de reprendre cette main. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça, mais ça, en fait, c'est juste en écoutant, ça me faisait penser à cet exemple. Et d'ailleurs, je pourrais vous transmettre parce que c'est les liens de cet exemple sur la question de la construction, parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Et là où je suis étonné, c'est qu'on pourrait se dire, oulala, là là, mais la propriété privée, enfin, le fait de posséder son appartement ou sa maison, ça ne peut pas marcher en France. Et je suis allé au conseil d'administration là, au CA de la coopérative il y a 15 jours, bah, au contraire, enfin, je veux dire, il y a une vraie attente par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est plutôt en plein développement. Il est plutôt même à refuser du monde parce que plutôt à dire, bah, il faut qu'il y ait d'autres coopératives de ce type-là qui se créent ailleurs. Mais voilà, enfin, à la fois, cette réflexion aussi sur l'usage me paraît aussi intéressante. On t'entend pas, Fred, mais je pense que c'est ouais. Oui, à toi. Non, je suis d'accord avec Guillaume. Je pense que, en fait, au plan local, il y a déjà beaucoup de preuves du fait que l'organisation collective autour des espaces de travail, autour des espaces d'habiter, autour des espaces euh, du lien social, euh, se trouve, fonctionne. Alors, il y a du débat public, il y a des désaccords, mais il y a déjà, je crois, beaucoup d'exemples et d'expériences qui montrent que les citoyens savent trouver des formes d'organisation dans les territoires. Alors, il y a une chose par rapport à cette échelle sur laquelle que tu évoquais, Fred, dont je pense qu'elle est très importante, qui est en effet la première discussion, c'est celle de définir ensemble les besoins. De quoi on a besoin à court terme? Qu'est-ce qu'on veut produire nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser de l'autre côté des frontières, ou de quoi on est prêt à se passer si les marchés internationaux doivent être euh, raccourcis ou diminués dans leur amplitude. Ça, c'est un débat public dont je pense que c'est avec les élus locaux et tous les acteurs organisés de la société civile, quels qu'ils soient, des acteurs économiques locaux, qu'il faut l'avoir. Moi, ça m'intéresserait de savoir si vous avez connaissance d'expériences de ce type-là ou de débats de ce type-là un peu globaux qui ont eu lieu dans des territoires et qui sont très intéressants. Ça, c'est une chose. Bon, la question, je pense, au-delà de ça, c'est aussi comment on réduit le pouvoir des acteurs économiques aujourd'hui. Donc oui, il faut effectivement contrôler l'influence concrète sur les décideurs politiques de ces acteurs économiques. On voit très bien à Bruxelles la manière dont
les lobbies industriels et financiers agissent. Il y a tout un tas de propositions qui existent pour désamorcer leur influence, hein, qui est de légiférer sur l'obligation de publication des moyens, des initiatives au contact des décideurs politiques qui prennent, la publication d'un registre obligatoire de présence auprès des instances, etc. Bon, ça, il y a beaucoup de propositions. Il faudrait déjà commencer par les mettre en place. Parce que ça permettrait, voilà, de lutter en quelque sorte à armes égales, en fait, avec les acteurs économiques globalisés. La deuxième chose, c'est comment on reconstruit du débat public national et international sur ces sujets dont on voit bien qu'ils ont des ramifications au-delà des territoires de vie. Et qu'il faut pouvoir se réapproprier ces sujets-là. Et là, ça repose vraiment sur les élus en particulier. Alors, on peut imaginer tout un tas de manières de réorganiser la démocratie, y compris la représentation publique, etc. Mais enfin, nous, on observe que quand des parlementaires nationaux se saisissent des questions commerciales, et que le débat a lieu, je veux dire, les sujets sont compris, appropriés, et on constate que tout le monde voit bien, en tous les cas une majorité d'acteurs aujourd'hui voit bien la nocivité de la libéralisation du commerce et d'investissement, et pourquoi il est urgent de désamorcer ces outils et de faire autrement. Pour ça, il faut que le débat ait lieu. Et là, il y a vraiment… alors, on peut rentrer dans la discussion sur ce qu'il faut changer dans les institutions, et il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire, mais à institution égale, en tout cas, avoir ce débat, c'est déjà une chose. C'est déjà une chose cruciale pour amorcer le changement de modèle et de logiciel. Merci, Amélie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai noté 7 personnes qui souhaitent poser une question. Donc, posez-la de manière très courte. Comme ça, il y a des réponses très courtes aussi. Et on a une bonne grosse demi-heure devant nous pour terminer. Alors, Annie, à toi de commencer la série. Eh bien, bonjour à tous et merci infiniment pour vos partages parce que c'est vraiment super intéressant. Et moi, ça m'éclaire à plusieurs titres. Néanmoins, j'ai 2 questions. La première, et les 2 vous concernent tous les 2. La première, vous avez tous les 2 évoqué le risque de repli sur soi. Comment envisagez-vous de limiter ce risque? Et la deuxième, j'ai vos propositions au niveau institutionnel, qu'elles soient locales ou au niveau international, sont super intéressantes. Moi, je pense aux personnes qui sont aujourd'hui dans l'incapacité d'envisager, parce qu'elles sont en mode survie, une délocalisation ou géographique ou de travail. Comment ces personnes, qui sont aujourd'hui la force majeure de l'abstention ou d'autres choses, comment les interpeller, comment les associer, comment les rassurer, comment leur dire que c'est possible? Et quand on parle, enfin moi je pense à l'accompagnement et je pense au débat, mais est-ce que vous avez d'autres possibilités par rapport à ça? Merci, Annie. Qui veut commencer? Amélie, Guillaume? Guillaume? Vas-y, Guillaume, si tu veux. Voilà, mettre mon micro. Sur la question du repli sur soi, alors peut-être que le terme en fait est mal choisi, parce qu'en fait c'est pas, enfin pour moi le risque il n'est pas du repli sur soi, parce qu'en fait on voit que tout ce dont on parle sur les questions de relocalisation, sur les questions de revoir notre modèle de fonctionnement, on va à l'inverse du repli sur soi, puisque ce que je disais tout à l'heure, quand on reprend la main sur la manière de construire, la manière d'habiter, etc., on est au contraire dans des espaces pour créer du lien et pour aller à l'inverse du repli sur soi. Quand on reprend la main sur l'énergie, qu'on crée des centrales villageoises, au contraire, c'est des citoyens qui se retrouvent et qui créent du lien, qui contrôlent ce qu'ils souhaitent faire. Donc en fait, tout ce qu'on propose est à l'inverse du repli sur soi. Moi, la crainte que
que je mettais en avant était en fait l'interconnexion entre ces différents projets, quoi. Et le repli sur soi, il est peut-être, enfin, le risque du repli sur soi, il est peut-être à cette échelle-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un territoire entre guillemets idyllique, quoi, où tout fonctionne, où on a une autonomie alimentaire, où on a enfin, tout ce qu'il faut et sans interdépendance avec le reste. Et pourtant, on a besoin des autres, on a besoin de ces échanges. Et c'est à ça dont il faut faire attention. Et quand on est dans une nation et qu'on fait nation, ben, on a aussi cette nécessité d'égalité sur l'ensemble des territoires. Et pour moi, la solution, elle est assez simple en fait, hein. C'est à la fois, bien sûr qu'il y a cette action locale, mais il y a la puissance publique qui doit être là justement, à la fois pour donner les directions politiques et puis pour permettre en fait que cette égalité, cette équité sur les territoires puisse exister. Ça passe par des soutiens plus forts sur certains axes parce qu'il y a des territoires qui sont en difficulté, ce qui existe un petit peu déjà, hein. Moi, l'agriculture en montagne, si elle n'était pas soutenue très fortement, d'ailleurs, c'est un sujet de la PAC actuelle, je dirais qu'elle n'existerait plus parce qu'on peut pas, enfin voilà, elle serait pas rentable au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, il y a bien cette régulation qui doit se faire. Et puis, je dirais que le repli sur soi, d'un autre côté, on le vit actuellement, et c'est ce qui a un peu été dit de toute façon tout à l'heure, hein, sur le fait que la manière dont notre monde fonctionne, c'est vrai qu'on se préoccupe de toute façon très peu de comment peuvent être fabriqués les vêtements, les appareils qu'on utilise à l'autre bout du monde, la question des médicaments ou de la production très, très polluante. Parce que je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que souvent on dit ouais, mais c'est pas possible de relocaliser, notamment au niveau industrie, parce que ça coûte trop cher, parce que voilà, on paye des salariés convenablement en France par rapport à d'autres pays. C'est pas forcément que ça, parce que je le vois sur le médicament. Moi, je suis sur le département de l'Isère. On a été les fabricants et les historiques, par exemple, du paracétamol. Maintenant, on fabrique plus de paracétamol dans l'Isère, alors que c'était voilà. Et quand on regarde comment ça fonctionne, en fait, la part donc c'est la puissance active du paracétamol. En fait, c'est peanuts dans le coût d'un médicament, quoi. Donc, de dire ça coûte moins cher de le fabriquer ailleurs, en fait, ça fonctionne pas. Enfin, quand on regarde clairement les choses, ça fonctionne pas puisque c'est vraiment même pas quelques centimes dans le prix global d'un médicament. Enfin voilà, ça va bien au-delà, mais ça pose aussi la question. C'est des industries très polluantes et qu'il y a eu aussi ce choix-là de dire, elles sont peut-être mieux hors de chez nous parce que voilà, nous on souhaite peut-être pas avoir ces industries-là à côté. Donc ça pose aussi toutes ces questions-là. Donc le repli sur soi, il est partout. Et moi je pense qu'en fait, en allant au contraire sur ce changement de modèle, on répond plutôt à cette question du repli sur soi. Ok. Amélie, mais peut-être un petit peu plus court pour qu'on puisse prendre toutes les questions. Je sais, ouais. Merci. Il y a deux risques en fait sur le repli sur soi. Il y a le risque, en effet, de cette juxtaposition de villages hobbits, un peu qui se coupent les uns des autres. Et là, je pense que voilà, Guillaume a répondu. Il est inimaginable de penser les relocalisations de façon systémique, sans interaction, en réalité constante, et parce que les interdépendances entre territoires seront constantes et que les liens se préserveront. Donc ça, je crois que là-dessus, voilà, avec une puissance publique qui joue son rôle de mise en lien et de péréquation. Voilà. Je pense que le deuxième risque, c'est aussi qu'il y a aujourd'hui un projet de relocalisation d'extrême droite qui n'est pas tant lié à, à l'isolation des territoires et des communautés les unes par rapport aux autres en France même, mais qui est lié à l'idéologie de la frontière, en fait, hein, et au projet de rabattre toute forme de lien économique et social et culturel à l'intérieur des frontières. Alors là-dessus, c'est effectivement, quand on a le temps de discuter et d'analyser le programme, la proposition économique, sociale et écologique du Rassemblement national et des forces qui défendent ce type de proposition,
on voit bien dans quelle mesure c'est inopérant, ça répond absolument pas aux défis d'aujourd'hui. Enfin, on a vu, je crois que voilà, le virus nous a montré que fermer les frontières, ça n'existe pas, juste, ça n'existe plus. C'est impossible, et outre le fait que c'est pas souhaitable, de toute façon, c'est impossible. Je pense que pour faire le lien avec la deuxième question, la manière de raccrocher l'électorat susceptible d'être tenté par cette offre politique, c'est l'emploi et c'est le service, les services publics, en fait. Alors, je pense que l'emploi, on a déjà dit beaucoup de choses sur tout ce que ça peut susciter, mais je voudrais quand même redire que depuis 40 ans, on est abreuvé d'un discours et d'une doxa qui nous dit que les services, c'est pas de l'économie, c'est une charge. En fait, les services publics qui peuvent être marchands ou pas, ça dépend, c'est une vraie économie. C'est de l'emploi, c'est de la valeur ajoutée, ce sont des compétences, des savoirs qui se transmettent, voilà. Et ça produit des richesses autant que ça les redistribue. Et il faut redévelopper, redéployer ce discours-là, quoi. Et c'est là, c'est comme ça qu'on arrivera aussi à répondre à cette tentation du repli. Très bien, merci. Wiza, tu veux poser ta question? Non. Non. Alors, dans ce cas-là, Cécile? Je pensais que tu allais la poser, Frédéric. Donc, j'avais deux questions, je crois. J'ai Premièrement, pensé, mais j'ai trouvé plus vivant que chacun, finalement. alors, la première question concernait les vaccins. Je voudrais savoir ce que vous pensez de rendre les vaccins bien communs à toute l'humanité. Voilà. Et ma deuxième question, je pense qu'on y a répondu, c'était relocaliser les industries qui sont dans les pays dits émergents, d'accord, mais est-ce que vous ne craignez pas que ça crée des problèmes dans ces pays-là, par exemple du chômage, hein, puisque voilà, les gens sont employés dans ces industries et si on les ramène chez nous, les gens perdent leur travail. Alors, comment faire pour éviter ça? Voilà, merci beaucoup et merci pour tout parce que c'est très intéressant. Voilà. Merci, Cécile. Alors, peut-être cette fois-ci, Amélie, en premier. Ouais. Oui, les vaccins bien communs, absolument. On voit bien en fait que, alors, il y a deux types de problèmes derrière votre question, Cécile. Il y a, vous me donnez l'occasion d'appuyer sur deux types d'interrogations. Il y en a une, c'est la question très spécifique de la propriété intellectuelle comme forme euh, de cristallisation de la propriété privée dans le droit international. Et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, non, c'est pas rigolo, mais pour nous, les juristes, c'est rigolo, c'est que c'est la seule situation de non-libéralisation et de monopole en fait qui existe dans le droit international du commerce, la propriété intellectuelle, et donc on l'applique en particulier à la question des traitements et des vaccins ici. On voit quand même que c'est pas le seul sujet, en fait, le statut de propriété des vaccins auxquels on est confronté aujourd'hui. On voit quand même aussi que la problématique de la désindustrialisation et de d'une part, et de l'abandon du terrain de la recherche publique sont largement à l'origine de la difficulté dans laquelle on se trouve. Et là aussi, on rejoint la réflexion sur relocaliser comment. Je vous avais mis ça dans des diapos, mais je vous les enverrai éventuellement. Il y a en Inde un tissu d'unités de recherche R&D et d'unités de fabrication de vaccins biotechnologiques qui est hallucinant. Et je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, mais il y a 3 jours, il y a 2 jours, donc il y a eu un conseil des chefs d'État
de lieux où ils discutaient beaucoup des vaccins et puis ils ont projeté la carte des unités de fabrication aujourd'hui en Europe, soit opérantes, soit qui sont en discussion avec les différents fabricants. Et en fait, il y a 3 ou 4 lieux en France. Tout est concentré sur l'Europe et sur la Belgique et sur le nord de l'Italie. Et on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, il n'existe quasiment plus de facilités d'unités ou d'usines qui sont en dialogue qui ont les capacités de produire les vaccins. Donc, c'est quand même une préoccupation aussi où là, la puissance publique doit reprendre son rôle. Les industries des pays du Sud, oui. Il y a aussi, je voulais juste dire, il y a aussi les syndicats réfléchissent aussi sur la manière dont l'usage des produits financiers, enfin l'usage des produits des droits de douane sur des marchandises pourrait être utilisé pour financer justement la reconversion des industries homologues dans les pays du Sud à partir du moment où on opérera la relocalisation de certains pans de ces industries dans nos territoires. Donc, c'est les syndicats belges qui avaient développé plein de propositions là-dessus, qui disaient, bon, bah, si pour protéger l'industrie ou l'artisanat textile, par exemple, qu'on reconstruit en Belgique, on remet des droits de douane, à ce moment-là, abondons un fonds avec ça qui nous permettra de soutenir la transition et la reconversion des travailleurs du Bangladesh ou du Sri Lanka, par exemple. Donc, c'est une des propositions qui existent aujourd'hui pour répondre aux défis que vous soulevez. Voilà. Guillaume, si tu veux répondre. Merci. Oui, non, rapidement, sur les vaccins, moi, c'est oui, bien commun, ça me paraît évident. Ce qu'on a pu voir, je pense qu'il y a eu deux phénomènes sur les vaccins. Il y a ce qui a été dit, quand même l'intérêt de la recherche et de la recherche publique, parce qu'on a vu qu'en moins d'un an, au niveau international, on arrivait à faire des vaccins. C'est quand même assez une prouesse scientifique quand même assez exceptionnelle. Mais c'est aussi parce que, si on prend sur l'ADN messager, etc., c'est parce qu'il y avait ces recherches-là qui ont été faites depuis 20 ans. Quoi. Et donc, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait. Et donc, l'intérêt d'avoir de la recherche et dans des pistes. Et on voit bien, par exemple, que ce qui s'est passé en France avec Pasteur, etc., je ne suis pas sûr que ça soit… voilà, ils n'ont peut-être pas pris la bonne direction, mais peu importe. Enfin, je veux dire, mais par contre, le fait qu'il y ait un réel soutien à la recherche publique, ça paraît indispensable. Et puis, sur toute façon, la réflexion d'avoir aussi un pôle public du médicament de manière générale, parce qu'il y a la question des vaccins, mais il y a la question de la gestion des médicaments sur l'ensemble du territoire qui me paraît indispensable. On avait fait d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais encore rattaché au groupe CRCE, on avait fait une proposition de loi dans ce sens-là sur la création d'un pôle public du médicament. On s'est quand même aperçu, c'est passé un petit peu à côté, mais c'est vrai que pendant cette crise sanitaire, on a beaucoup parlé des vaccins, on a beaucoup parlé des masques, mais on est passé très proche de la pénurie de beaucoup de médicaments. Je parlais du paracétamol, mais ça a été le cas. Et ça, voilà, ça pose quand même de vraies questions. L'exemple aussi de Sanofi, puisque même Sanofi, entreprise française, voilà. Mais en tout cas, même quand on dit, tiens, ils pourraient fabriquer des vaccins en France et donc pour pouvoir approvisionner sur le sol français, même en prenant des brevets à côté, bien sûr, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent, oui, on peut fabriquer, mais ce ne sera pas pour la France, quoi. Donc, du coup, on voit bien que on n'a pas du tout la main sur l'organisation et on le voit bien à l'échelle européenne et puis on le voit encore maintenant sur les territoires, sur l'approvisionnement en termes de vaccins qui est particulièrement complexe et qui a quand même à mettre en relation avec la question internationale, parce qu'on sait aussi que sur les vaccins, si on regarde, il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas ou très 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 peu, et qu'il y a aussi cette question-là en termes de répartition à l'échelle mondiale. Mais ça me paraît évident. Après, il y avait l'autre question qui était sur en fait le fait de dire si on relocalise, forcément on va enlever du travail aux personnes qui avaient ces entreprises chez eux. Moi, je pense pas, puisqu'en fait,
enfin, la vraie question, c'est, là, on voit bien qu'il y a des délocalisations parce que c'est lié, ben, au au coût de la main-d'œuvre, en fait. Si on se repose sur la question, environnementale et sociale et sur, bah, du coup, le coût des transports, bah, je veux dire, force au contraire, il va y avoir plutôt une réorganisation qui va se faire. Cette relocalisation-là et cette relocalisation qui peut fonctionner chez nous, fonctionnera bien sûr sur d'autres pays, parce que le fait d'avoir, si on prend, que ce soit la Chine, l'Inde, je dirais pour le coup une surindustrialisation, on voit bien qu'on est aussi dans un système qui ne fonctionne plus, que ce soit en termes de pollution et même en termes d'acceptation de la population par rapport à ça, de l'acceptation de leurs conditions de travail. Donc on voit bien qu'on est de toute façon dans une phase transitoire qui ne pourra pas durer éternellement. Donc cette question de de réorienter de toute façon l'économie, elle est de toute façon indispensable et je pense que si elle vient pas de chez nous, elle viendra plutôt justement de ces pays-là qui, à un moment donné, se poseront forcément la question de leurs moyens de production. Merci. Isabelle? Oui, tout d'abord, merci pour vos interventions, très riches. Il faudrait un débat, encore plus long. Moi, c'était une question, alors j'avais posé plusieurs questions sur le chat, je vais essayer de synthétiser ma propre question. Oui, mais maintenant, Isabelle, si Oui, tu permets, essayez pour les prochaines interventions, une seule question, parce que oui, sinon, on n'aura pas le mais temps. là, ça c'en est une en 2, c'est-à-dire en fait, il faudrait pouvoir réinventer, enfin ou inventer une solidarité, dans la relocalisation. Il y a déjà une solidarité à rechercher dans les territoires entre les villes et les campagnes et on le voit bien avec cette pandémie que, bah, les villes, ont besoin de l'alimentation et dans les campagnes, on est à même de pouvoir faire cette, alimentation à la fois saine et voilà, de façon moins intensive avec l'agroécologie notamment. Moi, je vois dans mon secteur, par exemple, comment, les petites fermes biologiques qui font, de la vente en direct, sont passées d'une dizaine de clients à 2 heures de queue pour pouvoir s'alimenter. Mais j'avais également cette question, comment quand, dans les territoires, on invente de nouvelles solidarités, qu'on innove un peu comme vous avez dit, Guillaume et Amélie, comment ça peut s'articuler par rapport aux politiques, bah, départementales, régionales, nationales, bon et maintenant on l'a vu même internationales, parce que ces politiques sont pas toujours sur la même longueur d'onde et que quelquefois, bah, de bonne volonté au niveau, local, sont freinées, voire interdites. Je l'ai vu notamment en allant cet été, enfin en Bretagne où, Daniel Cueuf avait mis en place des choses intéressantes. Voilà, comment on fait, pour articuler tout ça? Que ça soit en matière alimentaire, agriculture, énergétique et autres et dans ces transitions qui sont pourtant nécessaires. Merci. Merci à toi. Qui commence? Guillaume. Guillaume, vas-y. Guillaume, à toi, ce coup-ci. Merci. Euh, euh, bah, enfin, en gros, la question comment on fait, enfin, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que on a beaucoup d'initiatives locales qui peuvent être hyper intéressantes et qui souvent justement butent face à des législations. Alors déjà à l'échelle française, bon, il y a eu le cas par exemple sur Grenoble sur la question de la démocratie participative et la consultation qui a été bloquée. Il y a eu donc il y a pas mal de choses comme ça. Donc moi, il me semble qu'il y a de vraiment travailler, et c'était peut-être d'ailleurs le sujet de la loi 3D ou 4D, là, enfin, qu'a priori on ne verra peut-être jamais arriver, mais sur la décentralisation, sur vraiment réfléchir sur la possibilité de territoires d'expérimentation. Parce que ça, on voit que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, qui permet de dire à un territoire donné, bah voilà, sur certains aspects, il y a cette possibilité d'expérimenter, de pouvoir y aller, de voir ce que ça donne sur un temps donné. Et ensuite, ben, de se dire, ben, voilà, est-ce que c'est quelque chose du coup qu'on peut ouvrir, qui peut être modifié, mais de laisser cette possibilité-là et du coup de l'intégrer dans la loi sur cette. Parce que de temps en temps, ça fait que de bugger. Sur mon Et, téléphone, ça marche bien. Pouvez-vous couper vos micros, s'il vous plaît? Daniel. et donc d'aller vers ces possibilités d'expérimenter, ça me paraît être la bonne solution. Je disais sur la question des monnaies locales, bah, par exemple, voilà, on bute
Ça a été d'abord Bayonne et puis Grenoble, mais qui ont buté sur le fait qu'une collectivité puisse pas utiliser de monnaie locale pour pouvoir payer. Il a fallu que ça soit des batailles à Bayonne avec le préfet, avec différents recours, etc., pour ensuite trouver une solution. Et Grenoble a fait de la même manière. Et on voit qu'au niveau législatif, c'est juste changer un tout petit quelque chose pour faire en sorte que ça soit possible et de manière très claire. Mais c'est vrai que cet aspect-là, bah, on l'aurait pas forcément vu, il n'aurait pas été aussi lisible s'il n'avait pas été mis en exemple justement sur Bayonne. Et donc voilà, moi je crois vraiment à ces aspects-là, en ayant toujours en tête que ça doit rester des expérimentations et ensuite avec une réflexion nationale, parce que sinon on retombe dans ce que je disais tout à l'heure sur des territoires à plusieurs vitesses et puis un problème de cohérence sur l'ensemble du territoire. Voilà rapidement pour réponse. Merci. Merci Guillaume. Moi, je n'ai pas de Merci à réponse vous. sur comment on arrive à mettre d'accord la région, le département et la municipalité, parce que je constate depuis mon regard d'actrice de la société civile à des échelles différentes qu'effectivement, c'est très compliqué. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense que ce qui est très important, c'est de sortir les élus locaux et les exécutifs locaux de leur isolement quand ils essaient ou quand ils aimeraient mener des expérimentations ou des politiques audacieuses ou un peu en rupture et de leur permettre de ne pas rester seuls. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, nous, quand on travaille avec des réseaux d'élus locaux qui prennent des résolutions anti-OGM, anti-TAFTA, anti-AGCS, par exemple. L'idée, c'est de dire, voilà, on peut aussi proposer des cadres collectifs pour que les exécutifs locaux et élus à tous les niveaux ne soient pas seuls face à leur préfet, mais voilà, puissent aussi avoir une parole collective par rapport à ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a aussi quand même la possibilité d'avoir une action. Alors, je sais qu'elle n'est pas les compétences ne sont pas aussi étendues qu'on voudrait, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des choses qui permet de contrer le risque du repli, c'est que les collectivités ont aussi une action internationale, une compétence dans le domaine, et que ce soit au plan européen ou même au-delà de l'Europe, elles ont la possibilité de construire des coopérations, des formes de dialogue, d'échange, qui sont aussi des garants de l'ouverture des territoires vis-à-vis de l'extérieur, de l'enrichissement d'expériences différentes, de solidarité, de complémentarité, etc. C'est vrai que il y a une troisième chose qui est quelque chose qu'on essaie nous de promouvoir en tant qu'association de solidarité internationale, c'est que des exécutifs locaux soutenus par leurs citoyens, en fait, ils sont forts et ils osent faire des choses disruptives, comme dirait un certain Macron, qu'ils n'oseraient pas faire sinon. Et on avait justement, quand on coordonnait la campagne contre les accords de libre-échange transatlantiques, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, on avait monté tout un réseau, justement, on était allé passer du temps à Grenoble avec les équipes municipales grenobloises et puis autour. On avait pu, en discutant avec plein d'élus, constater à quel point voilà, ils expliquaient que quand ils menaient du débat local, qu'ils expliquaient à leurs citoyens et à leurs habitants pourquoi ils faisaient les choses, y compris dans l'opposition, avec parfois des acteurs économiques, promoteurs de centres commerciaux, acteurs qui cherchaient à mettre la main sur du foncier dont eux avaient envie de faire d'autres choses. C'était beaucoup plus facile aussi de résister à des préfets. Et donc, voilà, le dialogue et la synergie, l'énergie commune, en fait, entre élus locaux et citoyens, c'est fondamental aussi pour résister. Je me souviens, on a eu des discussions dans la résistance, par exemple, sur les services publics et la reconquête des services qui ont été mis en délégation aux multinationales de l'eau ou des transports. Il faut publier tous les contrats. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour pour montrer aux citoyens comment la municipalité
essaie de se dépêtrer d'engagements juridiques qui sont extrêmement contraignants, comment elle peut trouver leur soutien, comment elle peut ensuite batailler en s'appuyant sur la démocratie locale. Bon, voilà, ce sont des éléments de réponse parcellaire, hein, mais je pense que ça fait partie des solutions pour transformer petit à petit le débat. Merci. Donc, nous avons 3 derniers intervenants, notamment qui ont levé la main. Donc, une question très rapide. On va essayer de ne pas dépasser 12h35 et on aura fait les 2 heures qu'on s'était données. Donc, Jean-Noël, tout d'abord, à toi. Bonjour. Oui, j'avais une question concernant la taxe carbone et pour savoir quel serait, d'après vous, le meilleur moyen pour calculer une taxe carbone qui prenne à la fois en compte les moyens de production, mais aussi les acheminements et les pollutions générées au niveau des acheminements. Je pense notamment à Amazon qui fait faire 3 fois le tour de la Terre assez bien avant de les livrer chez vous. Voilà, c'était ma question. Amélie? Alors, bon, je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité carbone, hein, parce que c'est une question qui est économique et ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, une des grandes difficultés à laquelle nous confronte aujourd'hui le droit international du commerce, en particulier les règles de l'OMC, c'est qu'il est impossible de différencier le traitement qu'on accorde en tant que pays à un produit qui a fait 4 fois le tour de la planète, entre un pays qui a fait 4 fois le tour de la planète et un pays qui vient d'à côté, de l'autre côté de la frontière belge, disons. On ne peut pas faire de différence douanière, technique ou normative. Et donc, effectivement, c'est un problème et il faudrait déjà commencer. Enfin, une des choses importantes sur lesquelles il faudrait pouvoir renégocier, c'est cette question-là. Il faut pouvoir faire la différence de traitement commercial entre des produits qui sont produits avec des matières premières plus ou moins polluantes et qui ont voyagé plus ou moins loin. La taxe kilométrique, techniquement, par l'OMC, c'est interdit. On ne peut pas la mettre en œuvre. Ce qu'essaie de faire l'Union européenne aujourd'hui, en fait, ce n'est pas véritablement une taxe. En réalité, c'est un mécanisme d'ajustement qui reprendrait le système des émissions de crédit, le système des crédits d'émission qui fonctionne à l'intérieur du marché présentement et dont elle dit, la Commission, on va transposer ça dans un premier temps à un certain nombre de secteurs particulièrement polluants et elle a en tête notamment l'acier, le ciment, parce que ce sont des segments sur lesquels les producteurs européens sont extrêmement concurrencés, en particulier par les producteurs d'Asie du Sud-Est, et que ce sont des industries qui sont très émettrices. Donc, ce ne sera pas une taxe stricto sensu. Le défi technique, hein, pour ce que me disent mes collègues économistes, c'est effectivement de comptabiliser en réalité le du carbone d'un produit. Et ça, c'est un problème d'ingénieur, c'est pas tellement un problème de fiscaliste ou de juriste. Bon, cependant, on peut aussi, on peut y arriver. Hein, c'est juste quelque chose qui n'est pas spontanément aisé à faire et qui demande un travail de nomenclature et de mise en dialogue des nomenclatures nationales qui est long et fastidieux. Et c'est possible. Aujourd'hui, on ne le sait pas. On n'a pas ces éléments-là. Merci. Guillaume? Oui, rapidement, parce que je ne vais pas dire tellement de choses. Pareil, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de la fiscalité carbone et mon collègue Ronan Dantec, là au Sénat, comme on travaille sur la loi climat et plutôt justement sur ces sujets-là, est en train d'y réfléchir. Donc, je pourrais peut-être d'ailleurs vous passer des éléments, mais c'est sûr que c'est complexe d'arriver, et notamment au niveau international, de chiffrer et de quantifier l'impact carbone d'un produit sur sa totalité. Enfin, en tout cas, c'est sujet à plein de divergences, etc. Par contre, moi, il me semble qu'il y a quand même réellement la question du transport. Parce que déjà, si on s'attaquait vraiment à cette question du transport et à la taxe sur les moyens de transport, déjà, c'est un moyen qui me semble beaucoup plus simple pour intervenir, et quel que soit le produit et son impact carbone autre,
Mais si déjà on intervient sur la question du transport, que ce soit le transport aérien, que ce soit le transport maritime, déjà on inverse considérablement les valeurs avec des produits qui ont… et souvent on voit bien que de toute façon la problématique elle vient de là, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le coût du transport, qui devient en fait plutôt réel par rapport à ce qui devrait être, on voit bien que oui, on a tout intérêt à produire beaucoup plus localement et à trouver des solutions locales. Donc c'est peut-être par là qu'il faut réfléchir. Je sais que de toute façon, au niveau européen, c'est aussi une vraie question. On a eu la question aussi des transports routiers en France avec les portiques, etc. Mais je pense que c'est une question sur laquelle, de toute façon, il faudra revenir sur cette question des transports. Et notamment, si je reviens sur l'aspect français, sur le transport routier, et comment on inverse vers le fret ferroviaire, et qu'on intègre du coup le coût en termes de nuisances, de pollution, etc. du fret routier. Très bien, merci. Donc, Marie-Laure et Fabienne, tu concluras, tu poseras la dernière question. Voilà, Marie-Laure donc. Marie-Laure, voilà. Ton micro, voilà, super. Nous t'écoutons. Mais nous ne t'entendons pas. Ah. Bon. Eh bien, Fabienne, si tu veux poser ta question, on verra si Marie-Laure pourra le faire en tout dernier. Fabienne, à toi alors. Ok, bonjour à tous et merci pour les interventions, super. Moi, j'ai une question qui, je ne sais pas si je ne suis pas un peu à côté, mais ce qui me préoccupe, c'est est-ce que on a quelque chose à voir, à changer sur nos politiques migratoires? Parce que je pense notamment au Sénégal, qui a une dette avec l'Europe et que l'Europe, du coup, vient pêcher dans les eaux du Sénégal et que donc les pêcheurs sénégalais qui n'ont plus rien à pêcher, qui ne peuvent pas donc survivre, eh bien, remontent, migrent sur l'Europe, et on voit que qu'il y a des risques importants de passage à des pouvoirs fascistes. Et voilà, donc on sait aussi qu'avec le réchauffement, on risque d'avoir de plus en plus donc ces migrations. Je ne sais pas si c'est pertinent avec le sujet aujourd'hui, mais voilà. Est-ce que vous avez travaillé sur la question, joindre nos politiques migratoires en rapport avec ce sujet? Merci. Merci Fabienne. Eh bien, une dernière question qui a la caractéristique d'ouvrir sur un prochain débat. Donc, je vous laisse répondre, Amélie, peut-être en premier. Et puis, je ne te vois plus, Amélie. Je ne sais plus si tu as disparu de mon écran. Bon, peut-être Guillaume en attendant. Voilà. Oui, sur la question migratoire, oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, bien sûr que c'est lié. Moi, j'étais le week-end dernier à Montgenèvre, hein, justement pour voir. Bon, c'est pas la première fois, mais pour voir en direct les conséquences de ces migrations, alors qui ont plusieurs, qui sont de plusieurs types, hein, puisqu'il y a ces migrations qu'on appelle économiques, mais qui sont liées effectivement aux difficultés qu'il peut y avoir sur un pays, et des difficultés souvent qui sont causées justement par ce dérèglement économique. Après, il y a aussi tout ce qui est migration climatique, et puis de tout type politique, etc. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est clairement les conséquences sur notre pays, mais surtout les conséquences humaines que ça peut avoir. J'étais à Montgenèvre, quand on voit les personnes qui ont traversé la Méditerranée, la moitié de l'Europe, qui traversent des cols à 3000 mètres d'altitude, les forces de police qu'on a mis en place pour essayer de bloquer à la frontière, et qu'on voit que voilà, cet argent-là ne sert à rien, parce que de toute façon, on n'arrête pas des gens qui ont envie de passer. Et donc, c'est de la même manière, repenser notre manière de gérer ces migrations. Bien sûr, ça passe par de l'aide au développement, par un accompagnement sur ces pays. Mais je veux dire,
l'histoire du monde est faite de migration. Donc, de toute façon, il y aura cette question migratoire et là, existera toujours. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Et c'est comment on fait avec et surtout, moi, ce que je vois actuellement sur notre pays, c'est qu'il y a aussi ce besoin. Clairement, en même temps, j'ai vu, c'était quoi la semaine dernière, rien que sur Grenoble, j'ai accompagné 2 boulangers, un boucher qui avaient des apprentis qui arrivaient à 18 ans et donc qui n'avaient plus de papier et qui ne pouvaient pas embaucher alors qu'ils en avaient un besoin à la fois parce qu'ils l'ont formé, puis parce qu'ils avaient ce besoin-là. Donc on voit bien qu'on a aussi ce besoin. Moi, j'ai vu sur mon territoire rural, on a eu plusieurs familles qui sont accueillies. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai déjà fait la proportion des familles accueillies. Je crois qu'on doit être à 60-70 personnes sur 10 000 habitants. Si on fait le ratio à l'échelle du pays, voilà, on n'a aucun souci pour mettre en place l'accueil et ça se passe bien. Et surtout, moi j'ai deux communes qui ont pu notamment sauver leur école en accueillant justement des familles. Ça a permis aussi de redynamiser le village, etc. Donc cette question migratoire, je pense qu'on a à la fois on a des réponses, mais c'est sûr que pour moi c'est totalement lié, quoi. C'est-à-dire que toute la réflexion qu'on a en termes de relocalisation et ce que je disais, c'est l'inverse du repli sur soi, c'est de voir aussi les conséquences que ça peut avoir, parce que je veux dire, si en travaillant sur une nouvelle économie, en même temps on renforce l'économie de nos voisins, donc on évite peut-être des migrations économiques. Mais de toute façon, il y aura d'autres types de migration et de savoir comment on peut les accueillir. Et moi, je pense que c'est au contraire tout à fait possible. Et c'est plutôt du coup une richesse qu'on doit intégrer. Voilà rapidement. Un sujet très vaste, on pourrait parler des heures. Amélie, à toi la dernière conclusion. Et on ne t'entend pas, il faut que tu es d'accord avec ton micro. Ouais, j'ai été coupée 30 secondes, j'ai dû reconnecter avec un autre appareil. Non, je souscris entièrement à ça, bien entendu. Au contraire, on a besoin des migrations. Les migrants et leurs sociétés ont besoin de pouvoir migrer, de pouvoir circuler. Nous, on est vieux, il existe tout un tas de compétences que nous n'avons pas. C'est notre responsabilité par ailleurs d'accompagner la formation des jeunes et des moins jeunes. Donc, non, bien entendu, on voyage même sans doute encore plus. Alors peut-être qu'on voyage plus lentement, de façon moins polluante. Mais non, voilà, on maintient et on accroît même les échanges entre les personnes. Pour toutes les raisons qu'a dit Guillaume, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de rentrer de plus avant dans le détail. Par ailleurs, c'est rigolo juste là-dessus, parce que vous trouverez dans les accords de libre-échange bien souvent une grande complaisance à l'égard des mouvements de population cadres et spécialistes professionnels. Donc, c'est bien la preuve que c'est quelque chose qu'on tolère tout à fait bien quand c'est dans le cadre de la mondialisation telle que les marchés la veulent. Pas de plus. Écoute, merci à vous deux. On voit bien que par cette dernière question et réponse, que la relocalisation, c'est aussi une manière de repenser radicalement l'ensemble des rapports, y compris nord-sud, y compris humain, y compris en termes de production et de consommation. Donc, c'est un sujet un peu clé. Donc, merci tous les deux pour vos interventions, vos réponses. C'était vraiment très riche et très éclairant. On va pouvoir pendant longtemps travailler dessus. Et merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont suivi ce séminaire, qui étaient là. Nous étions 60 au pic d'audience et nous sommes toujours 51. Donc, c'est pas mal pour un samedi matin et puis pour un sujet qui était bien ardu, 2 heures assez denses. Donc, merci à vous tous et à vous toutes.